Bonjour, bienvenue à notre podcast « Deux femmes, un rêve ». Le concept est simple. On invite quelqu'un qu'on admire pour son audace, sa créativité, et cette personne, à son tour, invite quelqu'un qu'elle admire. Deux femmes, un rêve, le podcast animé par Clémence Carton et Marie-Pierre Poirier. Et maintenant, place à notre commanditaire. Parce que oui, dès le premier épisode, nous avons la chance d'avoir un commanditaire. Cette commanditaire, ce n'est autre que la boutique sensuelle, oui, sur Saint-Laurent. Alors, ce n'est pas juste un sex shop où tu peux acheter des vibrateurs et de la lingerie fine. C'est bien plus que ça. C'est une boutique vraiment qui est concentrée sur la santé sexuelle dans sa totalité. Donc, tu as des livres, des bijoux, des jeux de cartes même, du lubrifiant, des bougies de massage, etc., etc. Et donc là, c'est l'instant influenceur. Pour chaque commande de plus de $20, passez sur le site boutiquesensuelle.com avec le code promo 2femmes10. Tu as droit à 10% de réduction. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à vous souhaiter très bonne écoute. Bienvenue à Deux femmes, un rêve. On est très, très contente de vous avoir. Merci. Merci beaucoup de nous accueillir. Je vous présente François Tousignan. Oui. François, tu es humoriste, professeur à l'ENH. Oui. Moi, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Oui, dans les cours du soir de présentation de numéros. Oui. Donc, c'est des cours qui appellent récréatifs. N'importe qui peut s'inscrire. Dans le fond, c'est ouvert à tous. Puis, à la fin de ce cours-là, on présente un 5 minutes. Oui, c'est ça, c'est sur 12 semaines, puis au début, on est plus en mode exploratoire, là. Les participants peuvent présenter un nouveau numéro à chaque semaine, puis vers la moitié du parcours, là, vous choisissez un numéro qu'on fait, dans le fond, en spectacle à la fin du cours. Et donc, j'ai beaucoup aimé ton approche, ta pédagogie. Merci. Je te trouve super bon prof. Merci. Et donc, aujourd'hui, on t'a demandé d'inviter quelqu'un que toi, t'admires. Oui. Et t'as invité ton frère. Oui, qui est également tout qu'un pédagogue. Donc, présente-nous Philippe. C'est mon frère Philippe, qui est... je sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est d'une complexité sans nom. Il va probablement tenter de nous l'expliquer. Puis c'est mon grand frère qui a de 3 ans mon aîné. Et j'admire beaucoup mon frère parce que c'est quelqu'un de très discipliné, mais c'est aussi quelqu'un qui a une éthique de vie, une éthique de travail qui pour moi est comme surréelle dans ce monde chaotique dans lequel on vit. C'est quelqu'un aussi qui est très engagé, très au fait des choses qui se passent et qui malgré tout réussit à garder une forme d'optimisme à travers tout ça, ce qui m'impressionne énormément. Donc voilà, c'est mon grand frère que j'admire. Ça fait du bien à entendre. Après toutes ces années. Oui. C'est ça. Puis, fait que là, Philippe, toi, c'est quoi tu fais dans la vie, là? C'est quoi ton projet, là? Ah, bon sang. Je travaille pour un organisme sans but lucratif, en coopération internationale. Puis c'est un programme que j'avais monté il y a une dizaine d'années, en 2013, à l'intérieur d'un organisme. Puis aujourd'hui, le programme est devenu l'organisme. Puis c'est ça, donc on fait de l'éducation citoyenne et civique, éducation à l'éco-citoyenneté. Comment ça s'appelle? Éduconnexion. Éduconnexion. Ouais. Puis on a une nouvelle directrice générale, on a vraiment une belle équipe, tout ça. Puis on fait autant des ateliers dans les écoles secondaires, primaires, au cégep, à l'université, auprès d'organismes. On fait aussi beaucoup de renforcement de capacité, donc vraiment la formation en gestion de projet ou en technique d'engagement de mobilisation auprès d'autres organismes. Puis on travaille beaucoup sur les réformes de programmes scolaires, ici et à l'étranger. Ouh. Ouais. Moi, je fais des jokes! Hey! Ça, c'est une de mes occupations. Ouais. Une des occupations, ouais. Ça fait combien de temps que tu es dans ce milieu-là? Un peu plus d'une quinzaine d'années. Ouais, un peu plus d'une quinzaine d'années. Puis, je suis pas certain... Même si je suis au beau milieu d'une transition professionnelle, je suis pas certain que je vais réussir à quitter ce milieu-là non plus.
Ça, c'est... enfin... Tu veux dire que là, tu aurais un autre travail, que tu ferais autre chose? Oui, bon, de soir, j'enseigne à l'Université de Montréal, OK. en coopération internationale, puis depuis quelques années aussi. Mais il y a quelques années, j'avais aussi démarré une petite entreprise OK. dans le domaine de la cybernétique, vraiment connecter l'humain et la machine, OK. essentiellement, avec des fins éducatives. Fait que, tu sais, l'objectif, c'était d'amener un élève qui, peu importe ses difficultés d'apprentissage, puisse trouver des ressources adaptées à ses défis. OK. Puis, avec toute la poussée de l'intelligence artificielle les derniers mois, les dernières années, ce qui autrefois aurait coûté une fortune à mettre en place, aujourd'hui, c'est beaucoup plus réaliste. Donc maintenant, il y a une toute petite équipe qui travaille justement en Ukraine et ici à mettre en place là, tous ces projets-là. Fait que là, il y a des services, il y a des produits, il y a eu une offre réelle. Puis là, je suis un peu à temps partagé entre l'organisme et cette entreprise-là, ce qui est... Oui, mon frère a monté deux logiciels, des applications, qui a tenté tant bien que mal de m'expliquer qu'est-ce que ça faisait. Et encore une fois, j'ai rien compris, mais je suis pâmé quand même. Je suis comme, waouh, il est tellement intelligent. Alors, c'est ça que François m'a dit quand il m'a dit qu'il allait venir avec son frère. Il a dit, tu vas voir, il est tellement intelligent. Pas la pression. Comme si t'en avais pas à revendre toi aussi. Mais non, mais ça m'en prend pas grand pour être impressionné. Il connaît des mots multisyllabiques. Mais Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, Philippe, c'est quoi le plus gros défi dans le communautaire, C'est quoi les plus gros challenges? Tout. Le manque de ressources financières. Ça, c'est... Je veux dire, puis ça fait partie de mes frustrations, là, que j'essaie de ne pas développer d'amertume par rapport à ça, mais ça fait quand même... C'est ça. On a, je pense, 1/10 des ressources dont on aurait besoin pour faire un travail correct. OK. Puis souvent, on fait tout avec du duct tape, de la broche, des bouts de ficelle, puis des bouts de chandelle, puis... puis malgré ça, la majorité des organismes avec lesquels on travaille réussissent à faire à avoir un apport incroyable, mais c'est toujours au coût de la santé de son personnel, au coût de la santé des bénévoles. C'est avec pas la moitié de la reconnaissance qu'ils devraient avoir. C'est quelque chose qui mérite vraiment royalement. L'épuisement professionnel, un autre gros défi. Puis ça, je pense, c'est la difficulté... Je pense que ça peut être aussi la même chose là, dans toutes nos situations ici. Là, quand on travaille vraiment en phase avec ses valeurs, veut pas, tout ce qui arrive professionnellement nous heurte, mais tellement plus. Fait que c'est comme... en plus, dans le communautaire, souvent, on a une espèce de syndrome d'Atlas, de devoir porter le poids du monde, puis tout ça. Fait que c'est un équilibre qui est franchement pas si facile que ça à gérer, là. Mais le manque de ressources. De devoir faire des merveilles avec un rien, c'est comme tu dis, c'est d'autant plus épuisant dans le sens où tu dois comme aller au-delà de ce qu'on t'offre, être hyper créatif, tout ça, et vraiment donner ton 1000% pour que ça peut-être pas marcher, tu sais. Ouais, puis tu sais, mettons, je vivre des fois des frustrations similaires, mais dans le monde de l'événementiel, vu que l'enjeu est purement dans le plaisir, ou bon, tu sais, à la limite, il peut y avoir quand même, tu sais, si on a moins de financement, il peut y avoir des emplois qui sont affectés, tout ça, mais la mission, le endgame, il n'y a pas des gens qui comptent sur nous de la même façon que dans le communautaire, où est-ce que là, on dirait que c'est directement relié aussi à quitter, puis tout ça. Fait que beaucoup d'empathie pour ce milieu-là. Là. Mais moi, je vois ça comme vraiment une vocation, tu sais, comme avant, à une certaine époque, les gens entraient, tu sais, comme les religieux, là, tu sais, c'était une vocation, mais moi, je vois le communautaire aujourd'hui, c'est une vocation, tu donnes vraiment une partie de toi. D'autant qu'il y a autant d'autres opportunités d'emploi. Il faut vraiment le vouloir pour être là. C'est limite, on dit une vocation, c'est peut-être aussi un diagnostic. Je sais pas, là. Mais ouais. Enfin, c'est aussi un milieu qui est très dynamique. Je pense qu'on a un des plus beaux écosystèmes d'organismes au Québec, là, quand on se compare un peu ailleurs à travers le monde. Là. Mais ça veut pas dire que le monde n'a pas de la difficulté derrière ça. Par exemple, ça, c'est peut-être l'aspect positif de tout ça, là, c'est la qualité, en fait, des gens que tu peux rencontrer en faisant du réseautage et tout ça. Ben là, tu rencontres des gens
qui ont énormément de cœur, puis des gens brillants aussi, puis qui, Philippe mentionne les autres opportunités d'emploi, des gens qui ont décliné des opportunités qui auraient pu leur amener richesse et gloire au nom de la mission qui porte en dedans d'eux, puis ça reste magnifique. Là. C'est ça, missionnaire. Puis dans un monde dans lequel on est, c'est tellement valorisé, le fait de réussir, le fait d'être riche. On est quand même dans surtout en Amérique du Nord, là, dans un monde hyper capitaliste, où il faut avoir le char, il faut avoir le beau char, la belle maison, la piscine, les machins. Donc c'est vrai que d'aller à l'encontre de ça, c'est quand même beaucoup de guts, justement, beaucoup de courage, finalement, pour oser décliner ça, comme tu dis. Je pense, comme chargé de cours, là, une des questions que j'ai le plus souvent à résoudre avec mes étudiantes et étudiants, c'est de les aider à répondre à leurs parents qui leur demandent à Noël « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » C'est un peu comme ça, se lancer dans le domaine culturel, dans le milieu communautaire ou en coopération. C'est un peu tout le temps les questions qu'on... Puis, tu vas vivre de ça? Tu comptes faire ça pendant combien de temps avant de te trouver un job? Ou, C'est quoi que tu enseignes à l'université? Un cours d'introduction à la coopération internationale. OK, oui, c'est puis, ça. J'enseigne J'enseigne aussi un cours en éducation à la citoyenneté mondiale. OK. Pour faire des citoyens du monde. Ouais. Mais moins en faire des citoyens que de comment est-ce qu'on transmet l'engagement, comment est-ce qu'on travaille sur les leviers de pouvoir citoyen, comment on développe la capacité d'agent de changement chez quelqu'un ou chez un groupe de personnes. Donc, le cours se concentre vraiment autour de ça, dans un contexte de solidarité et coopération internationale, d'enjeux grandissants et tout ça. Là. J'ai une petite bonne question pour toi. Là. Comment on transfère l'engagement? Comment on transmet l'engagement? Ben, d'abord, est-ce que ça se transmet? Est-ce que ça se transmet? Pas plus, à moitié seulement. C'est ça, c'est... je pense que tout le monde est engagé. C'est juste, tout le monde n'est pas nécessairement socialement engagé. À moins d'être vraiment en situation de dépression chronique, qui est analogue finalement au fait de se désengager de soi-même, du monde. Ou, a priori, tout le monde est engagé. C'est juste que des fois, c'est un engagement vis-à-vis de sa pelouse, vis-à-vis de son asphalte qu'on préfère arroser, vis-à-vis de son caniche, vis-à-vis de la réussite de ses enfants. Fait que là, un engagement par procuration à travers... Donc, après, pour moi, l'enjeu, c'est souvent comment est-ce qu'on peut traduire cet engagement-là ou amener cet engagement-là à transférer vers autre chose. Donc, c'est l'engagement qui est déjà dans la personne, mais vers autre chose dans sa vie. Fait que souvent, c'est vraiment... je travaille beaucoup par point commun. C'est un des exercices qu'on fait avec les animatrices et animateurs. C'est de dire, bon, parfait. Quel est le point commun entre ce verre d'eau et François Tousignan? Aïe, les deux, on est un peu vide à l'intérieur. Les deux, si tu nous lances à terre, on brise. Mais il y a son petit côté hydratant. Oui, quand même. Très bien hydraté, effectivement. Ouais, tu sais, juste être capable de faire des points communs, souvent entre... je me rappellerai toujours d'un moment où Mélanie Lemay, qui est à la base de Québec contre les violences sexuelles, s'était retrouvée en ondes. Je crois que j'espère pas me tromper, mais il me semble que c'était avec Éric Duhem, qui l'appelait. Ça, c'est un podcast. J'écouterais Mélanie Lemay puis Éric Duhem qui jasent pendant 2 heures. Non, mais je pense, de mémoire, elle est en train de manifester avec une gang à l'Université de Sherbrooke ou de Laval. Puis c'était suite à des viols qui venaient de sortir un peu des déclarations au niveau des campus et tout ça. Puis, évidemment, lui appelait pour faire ils sont pas contents. Puis, la première chose qu'elle lui a dit... quand elle a reconnu sa voix, puis il était en ondes à ce moment-là. En direct. Je suis tellement contente de vous parler. J'ai vu tous les luttes que vous menez en lien avec, avec les droits des hommes par rapport à la garde des enfants, puis ci et ça, puis etc. Puis pour moi, un sujet comme ça, là, ça fait quelques années déjà, là, mais et pour moi, c'était tellement... ça fait partie de l'égalité des genres. Pour moi, c'est tellement important. On livre le même combat. Puis là, Oh my God. C'est la première fois que je le ressentais inconfortable, comme ça. Oui, ça l'a déstabilisé. Totalement. Puis en même temps, c'est vrai qu'il porte
ça, d'une certaine manière, même s'il se présente pas. Fait que c'était très intéressant, puis c'était très habile de sa part, mais c'était très intéressant de voir comment... Oui, c'est ça. Mais c'était très intéressant de voir comment la dynamique entre les deux s'est déroulée, puis de voir que c'est pas juste un méchant bonhomme, tu sais. Mais t'es allé chercher les points communs qu'ils avaient ensemble. Ouais. C'est sûr que si quelqu'un dit quelque chose d'ultra raciste, on veut pas dire « Moi aussi, je pense ça! » Tu sais, l'idée, c'est pas ça. Mais on peut avoir d'autres points communs avec lesquels on peut travailler ou d'autres visions. Moi aussi, je me préoccupe de la langue française ou moi aussi, je me préoccupe de... Moi aussi, j'aime le country. Ouais, c'est ça. Puis, à partir de là, je pense que c'est un peu plus facile de commencer à... Tu sais, souvent, c'est la barrière de quand on est tout le monde à table, puis en repas entre amis, puis là, t'es le seul qui mange du tofu, puis quelqu'un te dit « Ah, tu vas pas manquer de fer avec ton steak de tofu? » Est-ce que tu te préoccupes vraiment de ma santé? Ou est-ce que t'es pas plutôt choqué au niveau de tes valeurs? Puis en fait, souvent, ce qu'on trouve derrière ça, c'est un choc au niveau identitaire. C'est comme quand on est tous ensemble, puis on découvre que notre meilleur ami, finalement, vote pas du tout pour le même parti politique que nous, alors qu'on était convaincus d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes acquis, les mêmes passions, etc. Pire encore, on découvre que notre meilleur ami écoute du Justin Bieber. Là, c'est un choc culturel profond. On sait plus, est-ce que ça va être encore mon ami? Est-ce que j'ai besoin de m'en dissocier? C'est ça, quand on est en groupe, quelqu'un fait un choix différent, on a tendance à assimiler nos identités de groupe à nos identités personnelles, puis ensuite à faire comme est-ce que le groupe est en train de changer, puis moi je rentre pas là-dedans, puis je risque d'être éjecté? Est-ce que Puis là, on a la réaction inverse. Moi aussi, de temps en temps, je mange sans viande. C'est souvent la réaction de moi aussi, je vais être inclus dans la discussion. Mais ça peut aussi être un réflexe de protection de la personne, de dire je veux pas que tu te sentes exclu. Fait que je vais dire que moi aussi, je fais des choses qui sont similaires aux tiennes. Fait que ça peut être autant un réflexe défensif qu'un réflexe de protection. Mais ça, c'est souvent aller calmer la question identitaire finalement juste commencer par moi aussi je me suis questionné là-dessus ou nous avons ça en commun. Tu sais, au Québec, on a une si belle expression, le nous autres. Il y a un petit peu de nous autres là-dedans. C'est ça. Il y a le vous autres qui est comme on dirait doublement exclusif, puis il y a comme le nous autres qui est comme l'autre fait aussi partie de nous. Ouais. Il y a comme une double. C'est bien beau ça. Moi ça me parle beaucoup là. Mais c'est ça que juste le nous des fois ça vient calmer la personne au niveau de c'est beau, on n'est pas comme ça. Puis ensuite, je vais souvent aller jouer sur... c'est ce qu'on travaille beaucoup avec les équipes d'animation, c'est on va aller travailler sur nos propres incohérences. Parce que l'autre personne, souvent, a peur de se faire juger moralement. Mais je tiens un idéal environnemental, là, l'autre pense que je la juge nécessairement. Donc, OK, comment est-ce que moi, je vais parler de ma propre incohérence pour voir que non, ça va, on rééquilibre, on fait un équilibre de moralité, finalement, où on rééquilibre la moralité. Puis là, c'est bon, là déjà, ça vient de désamorcer quelque chose. Là, ce temps-ci, je lis des livres de croissance personnelle. On veut des titres, François, on veut des titres. Mon préféré qui a ouvert la porte vers ça, c'est Pensouillard, le hamster, qui est un petit livre qui semble très, très enfantin. Okay. Puis en fait, qui prône pas la croissance personnelle, mais la décroissance personnelle, en disant que la croissance personnelle, c'est beaucoup autour de valider son ego, puis qu'on n'est que dans l'ego. Puis il a ouvert une porte qu'après ça, j'ai un peu plongé là-dedans, qui est le processus de désidentification, en fait, parce qu'on s'identifie, puis on se construit autour de plein de choses qui en réalité sont très extérieures, genre même comme nos opinions, tu sais, je ne suis pas mes opinions, tu sais. Et ce qui facilite la chose, que quand tu es confronté à une opinion qui est divergente de la tienne, là, tu te sens moins attaqué dans ton identité si tu n'es pas en train de t'identifier constamment à cette opinion-là. Mais là, on remarque que on s'identifie à tellement de trucs étranges, là, on s'identifie à nos, ne serait-ce qu'à nos goûts, qu'à la musique qu'on écoute, on qu'à la marque de notre laptop. Oui, tout à fait, là, tout à fait, là, je suis sur des communautés de gaming où là, les gens s'identifient à la console à laquelle ils jouent, puis je suis quand même, mais à quel point quel vide t'essaies de remplir que t'as besoin de t'identifier. Moi, c'est PlayStation, là, tu sais, comme, en tout cas, mais ouais, fait qu'il y a je sais pas, là, je pars dans une autre direction, là, mais ça fait pas nécessairement de c'est pas non plus une attaque envers la personne, mais c'est de dire qu'est-ce qu'on a créé comme contexte social qui fait en sorte qu'on perd des repères identitaires et culturels qui fait en sorte qu'on a besoin de combler ce vide-là. Ouais. On a besoin d'appartenir à un groupe. C'est fondamental, ce besoin-là d'appartenance. Fait que j'imagine que c'est pour ça que là, on se retrouve entre végétariens ou entre gamers, puis on partage les points communs. Ouais.
Puis là, tu sais, si, mettons, on s'identifie pas à ça, à quoi est-ce qu'on s'identifie, tu sais? Mais là, est-ce que ça va plus dans des valeurs plus profondes, justement? Ben oui, puis au final, tu sais, est-ce qu'on a besoin... Ben tu sais, on a cette tendance-là à vouloir s'identifier à plein de choses pour pouvoir, tu sais, se définir. Puis même, tu sais, quand quelqu'un se présente ou parle d'elle, tu sais, comment qu'on en parle, est-ce que, tu sais, souvent on se définit par ce qu'on fait, par notre occupation, tu sais. Mais est-ce qu'on n'est pas quelqu'un si on s'identifie pas à ces choses-là, tu sais? Est-ce que ce besoin-là ou cette tendance-là à s'identifier à des affaires est un besoin réel ou c'est une espèce plus de réflexe qu'on a pour être capable comme de se définir, tu sais? Puis dans les ouvrages que je lis ces temps-ci, ils proposent plutôt de se désidentifier à tout, en fait, pour vraiment en revenir à le plus petit, mon Dieu, comment dire, l'essence la plus pure, dans le fond, que le moins d'affaires à laquelle t'attaches autour de ça. Puis là, ça, c'est vraiment plus comme, tu sais, t'es qui? Mais bon, je dis ça. Ben, ça serait le fait qu'on est tous des êtres humains, le dénominateur commun. Ouais. Le reste, c'est juste comme des pleurs ou une enveloppe. Ouais. Mais rien que la question, le « qui suis-je », on est comme tous perdus de base, que c'est une question qui peut mettre des années à être résolue. Puis ça, c'est justement le fait de se documenter, tout ça, ça peut être vraiment, vraiment tough de trouver ça. Le « qui suis-je ». Il y en a qui vivent toute leur vie sans savoir vraiment qui ils sont. Ouais, puis, tu sais, est-ce une mauvaise chose, tu sais? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis pour poser des questions. Pas de réponse. Puis toi, Philippe, quand t'enseignes, est-ce que tu vois les petites étincelles dans les yeux de tes étudiants au niveau de la transmission, là, de ce... J'imagine que tu enseignes un peu ça, l'empathie, la compassion, pour avoir le goût de trouver les points communs là, qu'on a. Il faut que tu aies un amour de l'humanité, en quelque sorte. Oui, souvent, c'est un peu comme prêcher à des convertis. Là. Pour reprendre un vocabulaire religieux qui apparaît. C'est ça. Mais quand... Parce que les gens qui s'inscrivent à ce cours-là... Ils ont déjà une prédisposition. Ouais. Puis, je veux dire, on le voit dans le style vestimentaire, puis dans le... Il y a de la sarouelle au pied carré. Mais c'est vrai. Des fois, j'enseigne, puis je n'aimerais pas le pavillon, mais j'enseigne dans un pavillon particulier, puis il y a des gens d'autres programmes. Puis, dans une classe particulière, juste à côté de ma classe, les gens arrivent souvent, généralement, avec même une cravate, puis un costume. Je suis comme... Puis, à côté, il y a un groupe qui, bon, on va le dire, ils sont en design de mode, puis ils ont souvent, ils sont habillés avec toutes sortes de froufrous, des objets que je pensais pas qu'ils pouvaient être utilisés pour faire des vestimentaires. Un oiseau sur l'épaule. Ça, c'est les pirates. Ouais, non, c'est pas la même chose. Mais, c'est fantastique. Moi, je suis comme un peu... je suis en admiration face à l'imagination puis à la créativité Puis ensuite, une fois, je suis rentré dans cette... J'étais préoccupé, je rentre dans ma classe, qui n'était pas ma classe. Je lève les yeux. Oh! Bon. Clairement, t'étais pas là pour donner des designs de mode. Je veux pas t'insulter, mais... je rentre dans le local à côté, j'ai comme, tu sais, les ponchos, ça sent un peu le patchouli. Il y a comme des odeurs puis des caractéristiques. Les petits yeux rouges. Non, mais quand même. Mais, tu sais, je dresse un portrait qui est terrible. Il y a plein de professionnels très bien habillés aussi, j'imagine. Oui, c'est gênant. Mais non, mais tu sais, à la base, puis je stéréotype un peu la situation, mais quand même, à la base, les gens qui étudient dans ce type de programme-là, un peu comme les personnes qui s'inscrivent en travail social ou autre, c'est des personnes qui ont une vocation à s'investir auprès des autres, qui sont intriguées par quelque chose. Ce qui est quand même assez intéressant à ce programme-là dans l'UDM, sans vouloir en faire trop de publicité. C'est qu'on a à la fois des personnes qui sortent tout juste du cégep, puis ils sont comme, je sais pas encore ce que je veux faire, mais l'international m'intéresse. Il y en a qui sont en cours de bac, c'est un cours à option. Il y en a, ils prennent ça comme certificat. Il y en a d'autres qui sont à la maîtrise, font ça comme étudiantes ou étudiants libres. Puis, on a des fois jusqu'à un 30% de professionnels en emploi. Puis, il y a un dernier, des fois jusqu'à un 10% de personnes en pré-retraite ou retraite qui sont comme, j'aimerais me réinvestir autrement parce que toute ma vie, j'ai fait des choses
peut-être justement parce que l'identité n'était pas trouvée. Toute ma vie, j'ai fait quelque chose que je suis plus sûr maintenant, ça correspond à mon identité. Puis là, je vais quitter mon emploi, puis c'est toujours comme ça que je me suis défini par mon emploi. Puis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond? Est-ce que je suis mon emploi? Si je vais dans un bar puis je me dis moi je suis comptable, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça mon identité? Fait que c'était très récent parce que c'est toutes des personnes essentiellement qui se questionnent sur l'état du monde, sur elles-mêmes, sur la place qu'ils peuvent prendre, puis généralement qui traînent une certaine frustration aussi vis-à-vis d'une difficulté à engager les autres personnes autour d'elles-mêmes, dans leur communauté, dans leur famille, tout ça. Puis c'est toujours difficile parce que lorsqu'on va pas chercher des outils ou des moyens de faire, puis je pense qu'on est nul généralement en communication, là. C'est quelque chose qu'on apprend plus ou moins adroitement à l'école. On communique beaucoup, mais on communique mal. C'est ça. Ouais. On devrait, jeunes, avoir des cours de comment exprimer nos besoins, nos émotions clairement, puis... Tout ce qui est communication non violente, tous ces éléments-là, c'est ça. Puis, ça fait des personnes souvent qui veulent transmettre quelque chose, mais n'ont pas tout le temps, puis je dis des personnes, je pense qu'on est... Mais on n'a pas tout le temps les outils pour le faire ou les manières de le faire efficacement. Fait que là, finalement, on se marginalise vis-à-vis de nos proches. Puis là, on développe juste des frustrations. Puis là, ça finit par grandir en agressivité. Fait que là, je suis pas en train de dire que les personnes qui étudient en coopération internationale sont toutes agressives. Pas du tout. C'est pas du tout ça le message. Mais... Une gang de fâchés en Mais ce sont toutes des personnes généralement qui cherchent un certain nombre de réponses, puis qui agissent aussi au quotidien et qui cherchent à en faire plus. Fait qu'il y a ça qui est très motivant, parce que c'est des personnes qui sont là parce qu'elles le veulent, parce qu'elles recherchent quelque chose, fait que c'est donner ces cours-là, c'est pas... j'en ai fait des fois des cours obligatoires, là, où il y a la moitié d'Atlas, c'est comme... on va rendre le truc stimulant, puis ils vont s'accrocher, puis éventuellement les étoiles vont apparaître, mais ça, a priori, c'était pas là. Mais ouais. Je dirais, effectivement, je dirais que la majorité, c'est prêché à des convertis. Ils sont déjà là, ils ont le goût de s'engager, donc après, on n'a pas besoin de faire une grande introduction. Même. Voici des outils, comment on utilise ça, qu'est-ce qu'on fait, puis on partage à peu près les mêmes bases. Là. OK. Puis tu disais que tu faisais aussi parfois des interventions en école secondaire, des trucs comme ça. Oui. Et là, comment ça se passe justement auprès de la jeune génération, finalement? Ouh. Passe. Prochaine question. Mais, OK. Dans ma tête, je vois un schéma. Mais, vas-y. Imaginons un continuum entre valeurs, normes sociales, droits et institutions. OK. Ça fait maintenant quelques... Je pense que je vais devoir commencer à se prendre des notes. C'est ça. Tu vas être une star. Mais ça fait ça fait quand même maintenant un peu plus d'une génération qu'il y a tout un discours environnemental qui prend de la place. Il y a des grands acteurs en environnement, des gens... une de mes héroïnes, c'est Laure Varidel. Il y a plein de personnes comme ça qui m'ont énormément nourri. Puis c'est aussi la personne qui n'a pas le temps, mais qui fait l'effort de plus. Pour moi, à chaque fois, je suis comme « Wow! » Ça veut dire la personne n'a pas le temps. 3 enfants. J'ai une charge mentale qui est déjà phénoménale. Et malgré ça, prend le temps d'aller manifester, prend le temps de recycler, prend le temps de faire des gestes qui, parfois, peuvent être jugés comme étant insignifiants, mais ne le sont pas, en fait, quand on commence à gratter. Puis, bref, il y a tout un discours environnemental qui s'est construit dans les dernières années, qui a amené un changement de valeur chez beaucoup de jeunes, qui a amené un commencement de changement de normes sociales, mais nos institutions représentent pas nécessairement un cadre environnemental. Je veux dire, on a le BAP, youpi, c'est chouette. Le Bureau d'audience publique en environnement, c'est bien, c'est un outil, mais nos lois sont pas faites pour vraiment protéger l'environnement. Nos lois sont... En fait, c'est plus des excroissances, ce qu'on a pour protéger l'environnement. C'est pas vraiment inscrit dans la fibre de notre système. Alors, nos institutions sont comme ça, notre droit est comme ça. Donc là, on a une espèce de clivage. Puis si on n'apprend pas à ce moment-là, comme jeune personne, encore une fois, je pense, aller chercher des outils, des stratégies, des moyens, des techniques pour infiltrer le système, pour parler au système, pour créer un système, pour créer l'alternative face à ce système-là. Tu sais, tout ça, ça fait juste deux murs qui se rencontrent. On se sent impuissant puis on fait de l'éco-anxiété. Exactement. Puis ça, l'éco-anxiété, c'est dans tous les groupes. Puis éventuellement, cette éco-anxiété-là, quand on la traite pas, ça se transforme en impuissance, mais en résignation acquise. Puis, tu sais, je reviendrai peut-être sur ça, mais tu sais, comme cette impuissance-là, éventuellement, fait en sorte que beaucoup de personnes, en fait, puis c'est ce que je constate beaucoup au secondaire, surtout au cégep, puis encore plus à l'université, c'est voir comme en empirant, en fait, là, au fur et à mesure. Tu sais, vraiment, là. Non, c'est ça, c'est pas... en tout cas, il y a une part de
La personne qui veut pas agir pour l'environnement, généralement, c'est une personne qui voulait, qui a pas réussi. Tu sais, been there, done that. J'ai essayé, ça a pas marché, puis ça lui fait mal, ou elle se sent affectée par les événements, puis sa seule manière de se protéger émotionnellement, c'est de s'en distancer. OK. Fait que là, ça fait de willful ignorance, tu sais, de l'ignorance volontaire, tu sais, de tout ça. Puis après, ben, vient l'impuissance et la résignation acquise, qui pour moi est comme un de mes sujets, un de mes dadas, là. C'est... Nerd. Mais il y a un exercice que je fais avec mes étudiants, mes étudiantes, à chaque session, puis presque à chaque session. Vers la mi-session, juste avant de leur remettre le résultat de mi-session, je leur dis, bon, l'examen de mi-session, comme ça. Donc, on va avoir un quiz surprise qui va revenir sur certaines notions, puis vous avez l'opportunité d'aller chercher des points bonus. OK. Il y a des petits sourires dans la classe, tout le monde est content. En réalité, l'examen s'est très bien passé, mais moi, je suis comme, bon, l'examen. Donc, OK. Il y a une manipulation. Je ferais comme pédagogue, mais bon. Il ment à ses étudiants. Oui, c'est ça. Et là, je passe généralement 2 versions d'un quiz. Il y a une version A, il y a une version B. Ils ne savent pas qu'il y a 2 versions. Sur la première version, il y a 3 questions quand même assez simples. A, B, C. Puis les 3, c'est des choses qu'on a vues. Puis normalement, là, la totalité d'entre eux pourrait répondre là, comme ça. L'autre version, la première question a l'air d'avoir un certain sens, mais n'en a aucune. Il n'y a pas de sens. Et ils ne peuvent pas répondre. Par exemple, on voit quelques termes latins en droits humains, puis là, je leur demande c'est quoi l'expression latine pour la piraterie. Mais il y en a sûrement une, mais on n'a jamais couvert ça en classe. Mais ça a l'air d'avoir un sens avec ce qu'ils ont étudié, mais il n'y a rien. Donc là, gratte le coco. Deuxième question, c'est la même chose. Il n'y a pas de réponse plausible. Puis la troisième question est la même sur les 2 quiz. Donc, j'ai 70 personnes dans la classe, je distribue les quiz, puis je leur dis, OK, maintenant vous pouvez virer votre feuille. Lors de la première question, lorsque vous pensez avoir une réponse raisonnable, levez la main pour signaler que vous en êtes rendu. Ça prend 1 ou 2 minutes. La moitié de la classe lève la main. Ouais, il y a l'autre moitié de la classe qui est là. Ça gratte un peu le coco. Comme ça, on voit un peu d'inconfort. Maintenant, vous pouvez passer à la deuxième question. Même principe, au bout de 2-3 minutes, l'autre moitié de la classe, encore une fois, lève la main. Puis la seconde moitié, là, on voit apparaître... ceux qui regardent sur la copie des autres, il y en a qui se passent volant, il y en a qui deviennent rouges, il y en a qui croisent leurs bras, se reculent dans leur chaise, puis font comme ça. On voit tout un panel de réactions. T'sais, en fait, tout c'est ça. T'sais, quand on est confronté à l'échec 2 fois en ligne... Tu fais une expérience psychologique live avec ces quiz-là, exactement. en fait. Et j'adore ça. De toute façon, je trouvais que j'avais l'impression que tu racontais une joke vraiment académique, là, tu sais, genre, que c'est comme une règle de 3, là. Fait que là, la première question, la moitié de la classe, en tout cas. Mais je te laisse aller. Moi, j'ai envie de savoir la troisième question. Oui, et la troisième question, c'est la même pour tout le monde. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? On a à peu près, encore une fois, 55% de la classe qui va lever la main. Ça veut dire qu'il y a à peu près 9 personnes sur 10 du premier groupe qui, de toute façon, avaient déjà toutes les questions puis vont lever. Il y en a toujours quelques-uns, évidemment, qui auront oublié la notion, peu importe. Mais dans ceux qui n'ont pas réussi les 2 premières questions, il y en a seulement un 10 à 20% max qui vont réussir à y répondre. Et ça, c'est... D'abord, il y en a un certain nombre de personnes dans la classe qui se sont croisées les bras, qui ont refusé d'y répondre. Fait que ça, bon, ils se sont exclus du jeu. Par contre, il y a des personnes qui sont penchées sur leur feuille, très concentrées, et n'arrivent pas à y répondre. Puis ce qui s'est passé, c'est en fait ce qu'on a déclenché de l'impuissance et de la résignation acquise, c'est 3 critères de base. Quand une explication qu'on se donne à nous-mêmes est interne, globale et stable. Je suis, moi, mauvais à l'école. Donc, c'est global. Donc, c'est interne. Être mauvais, c'est pas quelque chose qui change dans le temps. Je suis mauvais. C'est pas je n'ai pas assez étudié ou je ne connais pas cette notion, c'est je suis mauvais, puis c'est à l'école. Donc, quand on a une expression quand on a une explication à notre situation qui est interne, globale et stable, notre corps se met à sécréter des inhibiteurs d'oxytocine. Et ça, en quelques minutes, ça vient bloquer le fonctionnement du cerveau. Littéralement, et notre cerveau, parce que l'oxytocine, endorphine, etc., ce sont des hormones hyper importantes pour la résolution de problèmes et même pour l'apprentissage. Shit. Alors, physiologiquement, la personne devient incapable de répondre et de résoudre le problème qui est devant elle. Wow, attends une minute, là j'ai comme un mind-blowing moment. Moi, je pensais que c'était un problème d'estime de soi, tu sais, parce que je me disais, je suis pas bonne, fait que je suis pas capable de répondre à la troisième question. Mais toi, tu es en train de me dire que c'est biochimique dans mon cerveau que ça se passe. Ouais, en fait, l'enjeu d'estime de soi a une réaction physiologique, biochimique, disons comme ça. Puis, je vais même aller plus loin. Cette réaction-là, là, on s'entend, là, la moyenne d'âge de mes étudiants et étudiantes, c'est généralement autour de 35-40 ans. Là. Et malgré ça,
des personnes qui ont une certaine expérience de vie, qui ont un vécu, qui ont des outils dans la vie pour faire face aux aléas de la vie. Il y en a quand même un 80% du deuxième groupe qui tombe dans le panneau. Ça n'a rien à voir avec l'âge, là. Exactement. Donc, il y a quelque chose, on n'est pas prêt à ça. Premier élément. Deuxième élément, le problème, c'est que ça s'apprend, l'impuissance. Et ça se transmet. Parce que notre cerveau fait très peu de différence entre un souvenir réel, ce que je viens de vivre, entre un rêve, puis entre une histoire qu'on me raconte. À cause de ça, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on fait la différence? Un enfant, là, ça va prendre jusqu'à 5-6 ans pour qu'il fasse la différence entre le rêve et la réalité, parce qu'il commence à avoir la notion du temps. Il sait quand il s'est réveillé, il se souvient quand il s'est réveillé et quand il s'est endormi. Mais quand l'enfant n'a pas encore la notion du temps, il n'arrive pas à faire la distinction entre le rêve et la réalité. Bon, c'est plus complexe que ça, là, mais globalement, entre qu'est-ce qu'il a vécu, puis puis il va raconter son rêve avec la même émotion. Nous-mêmes, comme adultes, on se réveille des fois, en pleurs, ou en stress au milieu de la nuit, comme ça, avec ce qu'on a vécu dans notre rêve. Mais notre cerveau l'interprète comme une information réelle. Mais ça fait aussi des milliers d'années que, comme humains, on se raconte des histoires. Puis c'est pour ça que l'humour, c'est tellement puissant. C'est une manière de raconter des histoires. Non, mais c'est ça! Tout ça pour dire que le stand-up, c'est pour ça que c'est tellement puissant, l'humour, parce que on raconte des histoires. Puis à travers ces histoires-là, on vient imprégner des souvenirs. Et ces souvenirs-là sont interprétés comme des expériences, même si je n'ai pas vécu quelque chose. Mais si on parle d'une situation d'impuissance, que quelqu'un dans une communauté dit « c'est normal, on ne sera jamais capable de... Ouais. » L'ancienne expression québécoise, là, être né pour un petit pain, même affaire. Ou dans certaines communautés où notre espérance de vie, je pense entre autres spécifiquement à des groupes autochtones avec lesquels on travaille, notre espérance de vie est 20 ans inférieure à la moyenne canadienne. Mais de toute façon, on va mourir jeune. Ça sert à quoi un jeune qui n'a pas encore fait l'expérience directe ou ressentie de discrimination ou va absorber ça. C'est une histoire qui est racontée, c'est quelque chose qu'on absorbe. Puis c'est exactement le même phénomène lorsqu'une personne, par exemple, est avec une conjointe ou un conjoint violent, quitte la relation et revient après vers une autre personne qui ressemble un peu au même scénario, c'est aussi, on a souvent une part de résignation et d'impuissance acquise. Une très moche expérience qui a été menée, c'était avec des chiens. On connaît le chien de Pavlov, hein? Oui. On s'en atteloche, on se met à baver, on donne un steak. Oui. Oui, c'est ça. Fait que là, on donne le steak, on s'en atteloche, puis éventuellement, on a juste besoin de sonner la cloche, puis le chien se met à baver, même si on donne pas de steak. La même gang qui ont fait cette expérience-là ont mené une série d'autres expériences sur les chiens. Et une expérience hautement répréhensible, on s'entend là, les chiens étaient placés dans une cage et quotidiennement recevaient une microdose, un micro-électrochoc. Petit choc. Ils voulaient savoir est-ce qu'on peut induire l'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au bout de quelques semaines d'expérience, ensuite, ils ont pris 2 groupes de chiens dans une cage dont la moitié de la cage est électrifiée et l'autre moitié est en caoutchouc. Puis il y a une toute petite barrière, le chien peut facilement juste l'enjamber pour aller du côté sécuritaire. Et ensuite, ils voulaient voir lesquels des chiens vont être les plus rapides à sauter du côté sécuritaire. Est-ce que c'est ceux qui ont déjà reçu des chocs et donc qui connaissent le choc, ou est-ce que c'est ceux qui le vivent pour la première fois? Vous en pensez quoi? Je sais pas. Ça va être la réponse la plus déprimante. C'est le pire des scénarios. Moi, je dirais ils vont rester dans la zone non sécuritaire, puis subir le truc. Ceux qui ont déjà été électrifiés. Ils n'ont jamais pu faire quoi. Peu importe s'ils se déchaînent, s'ils jappent, s'ils se fâchent. Jamais. C'est devenu une fatalité. Peu importe ce que le chien fait, ça lui arrive. Donc, on a même vu des chiens dans l'expérience aller de l'autre côté, qui était l'espace sécuritaire, et des chiens qui s'étaient habitués au choc, allaient de l'autre côté et revenaient de l'autre côté parce que pour eux, il n'y avait aucune distinction. Leur corps ne reconnaissait même plus, en fait, les signes de danger parce que de la même manière que les cornacs vont dresser les éléphants en mettant une chaîne avec des pics. Puis l'éléphant a mal, tire, éventuellement ça le blesse, ne tirera plus. On remplace les pics par juste une grosse chaîne lourde. Ça fait encore un peu mal à l'éléphant, mais il sait qu'il ne peut plus s'écarter du poteau de béton où tout ça est ancré. Hein? Et là, ensuite, on remplace la chaîne par une corde jaune industrielle. Puis ensuite, on attache une ficelle, puis on coupe la ficelle pend et jamais l'éléphant ne quitte la périphérie. Pourtant, les éléphants, ce sont des animaux incroyablement intelligents. Ouais. Comme humains, on tombe exactement dans le même panneau. C'est la même mécanique physiologique, à quelques variations près. Donc, il y a quelque chose d'excessivement problématique dans ça, parce qu'il y a tellement de choses dans notre quotidien, à travers les médias, à travers combien de fois, à travers des scandales politiques, on est comme, peu importe pour qui on vote, c'est toujours les mêmes, c'est toujours le même problème. Ça transmet une impuissance collective.
Puis ça, c'est terrible. Peu importe ce qu'on fait en lien avec l'environnement, on dirait que les choses continuent de se dégrader. Ça transmet aussi une impuissance collective. Donc, dans les pratiques que j'ai tenté d'intégrer dans les dernières années, puis on essaie beaucoup de sensibiliser d'autres organismes par rapport à ça, c'est parfait. Bien, souvent, pour une bonne intervention en environnement ou sur le pouvoir d'agir des gens, commençons par réussir à désarticuler ou à déchaîner ou à déconstruire l'impuissance. Parce que autant on peut le développer en quelques minutes, autant on peut aussi le défaire en quelques minutes. Ça va prendre un certain temps avant que hormonalement tout ça se régularise, mais ça se fait aussi. La confiance en soi, il peut être un gros piège. Il y avait aux États-Unis une grande étude au Michigan sur la relation entre la confiance en soi et les résultats des élèves. Mm-hmm. Puis les deux se suivaient là. Les deux courbes étaient collées. Plus un élève avait une forte confiance en lui, plus ses résultats étaient élevés. Alors on a dit, parfait, ils ont mené pendant 20 ans des grands programmes de renforcement de la confiance en soi, puis les résultats ont commencé à chuter. Parce qu'on disait à des jeunes, crois en toi, t'es capable de tout faire, sans nécessairement transmettre les outils pour que le jeune puisse résoudre le problème. Mm-hmm. Et donc on a gonflé la confiance en soi sans avoir la base. Mm-hmm. Alors lorsque la personne était confrontée à un vrai problème, échec. Et ça, c'est exactement le cas là, qui a été très bien documenté aux États-Unis. On vit la même chose un peu ici, avec les parents coptères qui t'es bon, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, tu sais, tout ça. Puis après, la personne puis passe à travers le primaire, le secondaire assez facilement, arrive à l'université, puis là, se casse les dents, puis la dépression. Ouais. C'est exactement ça. Au premier échec, tu t'écroules. Ouais, exactement. Parce qu'on a construit une identité qui repose sur des bases excessivement fragiles. Mm-hmm. Fait que là, nos jeunes au secondaire... ils vont pas bien. Mais est-ce que tu dirais, dans le fond, c'est que le gap entre, mettons, leur valeur et après ça, l'institution ou les capacités de l'institution est plus grand que jamais? Oui. Puis, ce qui arrive, c'est que si on n'arrive pas à transformer, en tout cas à mon sens, c'est à mon analyse à deux scènes, là, si on n'arrive pas à transformer les milieux de travail où ces jeunes-là atterrissent ensuite, ces milieux-là finissent par les remettre dans un moule où ils n'ont pas la possibilité d'agir. Alors, si on ne s'assure pas que ces jeunes-là développent des capacités d'action pour influencer les milieux où ils arrivent, le milieu arrive à les remettre dans une forme de conformisme. Donc, ce qu'on voit malheureusement en ce moment, c'est beaucoup de jeunes très mobilisés, beaucoup de jeunes très désillusionnés, et beaucoup de jeunes aussi. Puis là, je n'ai pas de statistiques par rapport à ça. Tu sais, je vous dirais, c'est comme un tiers, mais ça dépend d'une école à une autre, d'une région à une autre. Ça dépend des fois de la présence de certains organismes dans certaines régions. Par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, à Rimouski, il y a le CIBL. C'est un engagement, c'est un organisme qui se spécialise, c'est le centre d'engagement bas-laurentien. Et ils se spécialisent dans l'engagement jeunesse, mais généralement, les jeunes avec lesquels ils travaillent ont une capacité, une résilience beaucoup plus forte face aux enjeux de la vie. Travailler l'éco-citoyenneté, travailler la citoyenneté, ce sont des choses qui donnent beaucoup plus de capacité aussi de réaction. Puis après, c'est comment est-ce qu'on utilise cette personne-là à dire, bon, parfait, je passe du secondaire au cégep. Souvent, les personnes qui passent du secondaire au cégep, ceux qui étaient sur les comités étudiants, c'est encore ceux qui sont sur les comités étudiants. Puis ensuite, quand ils passent à l'université, c'est à peu près la même chose, mais là, on en perd quelques-uns. Puis ensuite, ils tombent en milieu de travail, puis d'un coup, ils sont plus là. Ils ont complètement disparu de la surface. Ils sont passés où? Puis là, après, la vie rentre, après les enfants, puis après ci, puis après ça, puis là, on les perd, puis là, à 50 ans, ils se réveillent déçus de comment les 30 dernières années ont été vécues. Puis là, ils s'inscrivent à ton cours. Exactement. On est full circle. Non, mais ça fait un full circle. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que, c'est pas facile, je trouve, avec les jeunes en ce moment, parce que l'environnement dans lequel ils évoluent ne leur est vraiment pas favorable. Puis on a essayé, je pense, collectivement, puis je pense qu'on a les plus beaux jeunes qui soient, là, en ce moment, qui grandissent, qui sont là, puis plein d'aspirations, puis plein d'idées, puis plein d'originalité. Mais le système est tellement froid, tellement inaccessible à une certaine mesure, puis des fois, on a sensibilisé sans nécessairement transmettre les outils. Après, la capacité d'affecter le système est plus ou moins là. Alors, ça crée beaucoup de friction, puis beaucoup de difficultés, puis des illusions, puis etc. Je pense que c'est un grand défi, là. Ouais. Des grosses chicanes, moi, avec mon chum, sur le recyclage. Lui, il croit pas à ça. Il dit, ça sert à rien, ça s'en va aux poubelles de toute façon. Ça s'en va dans d'autres pays, puis c'est enfoui dans d'autres pays. Donc, à quoi ça sert de recycler? Puis moi, je dis, tu sais, là, je suis dans le discours, il faut faire notre part, chaque petit geste compte, blablabla. Lui, il dit, non, tout ce que tu fais, là, ça sert à rien. Fait que ça, c'est la grosse chicane de couple, là, tu sais. Parce que moi, je suis dans le même... pour l'instant, je recycle encore par habitude. Mais ayant vu quelques docu-reportages où justement, tu vois que, finalement,
T'sais, ils vont mettre ça littéralement à la même place, ou la fraction de ce qu'on a qui est recyclé, pis tout ça. Là, j'étais comme, est-ce que je fais tout ça pour rien? Est-ce que je devrais juste pas avoir 2 sacs de vidange, puis c'est le lundi, puis tu sais, comme, qu'est-ce que tu dis de ça, bro? Je me sens en examen. OK, 2 choses. La première, c'est pas si inutile que ça. D'abord, là, parce qu'il y a une partie qui, effectivement, qui est recyclée. Juste pas loin d'où j'habite, il y a le grand centre de tri-tricentris. Puis, justement, ils essaient de faire un gros effort à éduquer la population sur qu'est-ce que tu mets dans ton bac, qu'est-ce que tu mets pas dans ton bac, parce que souvent, parce que les choses sont mal triées, ça fait en sorte qu'eux, après, ils n'arrivent plus à faire le tri final. Alors là, oui, il y a une bonne partie qui va... Mais il y a une des raisons pour lesquelles il y a une partie des déchets recyclables qui ne peuvent pas être recyclés et qui s'en vont aux ordures puis au dépotoir, c'est parce que le tri ne se fait pas correctement. Ouais. C'est comme un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Fait que si on le fait pas, puis on fait pas l'effort de le faire correctement, oui, ça va se ramasser au dépotoir. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est comme c'est mon pet peeve, c'est le truc sur lequel je m'accroche toujours. Dans les mouvements environnementalistes ou en droits humains ou tout ça, souvent, on a un peu 2 extrêmes. On a d'un côté des groupes qui sont comme, l'effet colibri, la petite goutte, c'est important de faire ça, son geste quotidien, etc. Mais bon, ce que la fable dit pas, c'est que le colibri est mort aussi, de fatigue. Ça, c'est le reste de la fable. Mais bon. Ouais, attends un peu. Moi, je connais l'effet papillon. C'est quoi l'effet colibri? Mais il y a un feu de forêt. Puis tous les animaux fuient la forêt, puis il y a le petit colibri qui, tout petit, dépense beaucoup d'énergie pour prendre une petite goutte d'eau, puis aller le mettre dans le feu de forêt, puis fait les allers-retours comme ça. Et les autres animaux disent, mais pourquoi tu fais ça, t'es si petit? Mais il dit, moi au moins je fais ma part. Cute. Oui, puis c'est beaucoup utilisé, le mouvement colibri. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a un mouvement colibri, il y a des organismes qui utilisent beaucoup la symbolique du colibri. C'est ça. Ce que le reste de la femme dit, c'est que le colibri est mort de fatigue. Les autres, c'est ça. Avec ça, c'est moche. Mais c'est démoralisant. C'est très démoralisant. Puis après, on a l'autre gang qui disent, puis c'est un peu l'ancien ministre de l'Environnement en France qui avait quitté son poste, j'ai oublié son nom. Hulot, exactement, en disant, mais je suis tanné des petits gestes. Ça prend des chantiers plus ambitieux. Je suis tanné des petits gestes. Donc, oui, les petits gestes, mais il faut aller au-delà de ça. Et là, ça nous ramène dans une autre gang qui sont tous ceux qui il faut renverser le système, brûler le système. Let's go! Alright! C'est ça. Mais tu peux brûler le système et le remplacer par quelque chose qui va être aussi pire. Oui. On a vu durant le printemps arabe, même affaire, on met des dirigeants dehors, puis c'est une autre gang un peu pourrie qui reprend la place. Puis, combien de fois il y a eu des révolutions pour se revenir avec le même problème. S'il n'y a pas un changement au niveau de l'éducation, au niveau culturel, au niveau des valeurs et des normes sociales, tu vas recréer les mêmes genres d'institutions, puis tu vas remettre au pouvoir les mêmes types de personnes. Alors, c'est pour ça que pour moi, les deux sont essentiels. Les révolutions ne fonctionnent pas s'il n'y a pas un changement de valeurs et de normes plus profondes. Parce que sinon, ça crée un feu de paille. Ça crée une révolution de façade. On a changé des institutions, on crée des nouvelles lois, mais personne ne les respecte. Parce qu'on n'a pas, culturellement, on n'a pas migré avec ce changement-là. Puis inversement, juste faire des petits gestes, si on n'est pas capable d'avoir des... Même si... Fait que là, je vais donner un argument pour votre copain conjoint. Oui. Même si 100% des personnes recyclaient sur toute la planète, on ne réussirait qu'à résoudre que 10 à 20% du problème des déchets. Pourquoi? Parce que pour fabriquer quelque chose comme ça, on aura dans son processus de fabrication gaspillé de 10 à 30 fois la matière. Fait qu'en fait, c'est la fabrication souvent qui est le problème et moins la mise au rebut. Ça veut pas dire qu'il faut pas recycler, mais on peut pas envisager de solutions puis de transformation de processus de... On peut pas penser à changer les processus de transformation comme tel si on fait pas aussi l'étape de recycler. Fait que il y a un tout là-dedans. Fait que, est-ce que recycler, c'est une solution ultime? Pas du tout. Fait que c'est pour ça qu'il faut amener des changements au niveau des mécanismes de production, des stratégies de transformation des ressources naturelles. Et ça, éventuellement, ça va passer par des lois, ça va passer par des changements qui sont un peu plus systémiques, mais il faut aussi que les personnes qui mettent en place ces changements-là soient en résonance avec ces lois-là. Sinon, on obtient quoi? Des entreprises qui roguent, qui continuent à faire exactement... Bon, on met une loi, mais ils font tout pour tricher à côté. Mais on le voit, les entreprises qui réussissent leur bilan carbone, ce sont des entreprises chez qui les employés ou les dirigeants croient réellement qu'il y a un problème avec l'environnement, puis ils font pas juste adopter des mesures de façade, ils prennent de réels engagements. Fait que il y a un travail de fond réel, mais ça, c'est parce qu'il y a des valeurs qui sont là, puis il y a des normes qui sont là. Fait qu'on peut pas changer l'un sans l'autre. Fait que les petits gestes,
sont essentiels pour les changements, à mon sens, en tout cas, sont essentiels pour les changements beaucoup plus systémiques. Puis les changements systémiques n'arriveront pas à se faire donc sans ces petits gestes-là. Puis ces petits gestes-là ont besoin des changements systémiques pour pouvoir être portés plus loin. Puis pour moi, c'est vraiment, on peut pas dire l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il faut juste s'assurer que, ça c'est, encore une fois, c'est comme le truc sur lequel je martèle tout le temps, il faut juste s'assurer que ça ne devienne pas un peu comme allons dans les analogies religieuses, comme les indulgences plénières d'autrefois, puis la cause de la séparation, le christianisme, le protestantisme, puis etc., ou bien on pouvait acheter ses péchés. Est-ce que, parce que je recycle, ça allège ma conscience et donc je ne fais plus rien d'autre? Et ça, si c'est la mécanique, c'est horrible. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que beaucoup d'organisations, puis là, je ne vais pas nommer qui que ce soit maintenant, là, mais beaucoup d'organisations disent « fais ceci, c'est la meilleure solution ». Sauf que si on vend que c'est la meilleure solution... Pardon? Nomme-en une. Non. Mais quand on vend, puis on est tous en compétition les unes avec les autres pour l'espace médiatique et tout ça. Fait que quand on vend quelque chose comme étant la meilleure solution, mais par défaut, la personne a l'impression que si elle fait ça, c'est suffisant. Donc, ça entraîne l'idée que j'ai juste besoin de faire ça, puis après, ça va être correct. Non. Acheter des crédits carbone, là, c'est pas ça exactement, acheter nos péchés. Genre, c'est pas. C'est déculpabilisant. C'est ça. Si c'est déculpabilisant, parce qu'on le fait sur une base de culpabilité, c'est terrible. Si par contre, on le met comme un geste qui permet d'en amener un autre, là, c'est intéressant. Par exemple, on recycle, on s'est mis au compostage. Puis quand les enfants sont nés, on s'est comme même plus ou moins posé la question. On a dit, parfois, on va aller vers des couches lavables. Puis on ne le fait pas à cause, intrinsèquement, je n'ai aucun plaisir. Il n'y a pas de motivation intrinsèque là-dedans. Je n'ai pas de plaisir à gérer des couches lavables. Non. On n'a pas de... Ce n'est pas... par contre, ça rejoint mes valeurs. Puis ça rejoint les valeurs de ma conjointe, ça rejoint nos valeurs très fortement, donc on le fait. Est-ce que quand ta machine à laver a brisé puis que tu avais 2 pieds de marde partout, est-ce que tes valeurs, tu sentais que tu étais en train de les rejoindre? Les valeurs sentaient très mauvaises à ce moment-là. Et je regrettais mes valeurs. Non, mais après, effectivement, c'est arrivé. Oui, on a dû acheter des couches pour de vrai. Faire des couches lavables, c'est un certain investissement de temps, puis un certain investissement. Il faut avoir l'espace dans sa vie pour faire ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas si simple que ça. Mais pour nous, ça aurait été inimaginable si on n'avait pas déjà fait des autres choses avant. Puis là, avec les couches lavables, en même temps, là, on a un jardin, puis on passe c'est juste une toute petite cour là, de banlieue très. Puis on canne plein de choses, on met en conserve, on fait beaucoup de mise en conserve, on produit beaucoup l'été pour ce qu'on mange, tout ça, avec près de 300 espèces de trucs qui poussent, je vais dire ça comme ça. Encore une fois, c'est un investissement, mais ça nous semble naturel parce qu'on a fait les autres choses avant. Donc, ce qui a l'air complètement hallucinant et impossible à réaliser devient naturel quand on fait les... Il y avait un article de Patrick Lagacé, je sors du coq à l'âne, mais il y avait un article de Patrick Lagacé il y a quelques mois. On va côté Patrick. C'est ça. Salut, Pat. Je trouvais très intéressant. Il disait, faut recycler, faut faire ci, faut faire ça, on peut plus manger ci, on peut pas... Puis il y avait toute une liste finalement d'interdits, donc c'est très difficile de s'y retrouver. Puis, ça met le doigt sur quelque chose. Tant qu'on le voit comme une liste de choses à faire, ça marche pas. Par contre, si on a une transition identitaire, où pour nous, ça fait partie de notre identité ou de notre manière d'être, de faire des choses. Pas le choix. Notre opinion ne devient pas notre identité, mais de dire ma valeur. Puis ensuite, cette valeur-là va s'exprimer de quelle manière. Mais quand ça fait ça, on voit pas les gestes de plus en plus ambitieux comme étant... un autre, c'est ça, un autre suivi, un autre truc de plus, une autre checklist, une autre charge mentale. Exactement. Ça devient naturel, beaucoup plus facilement. Ça devient naturel de le faire. C'est comme la suite logique des choses. Puis là, la charge mentale n'est pas là. Parce qu'on n'est pas en train de cogiter là-dessus. On juste le fait naturellement. Enfin, voilà. À partir du moment. Non, y a-tu de l'espoir? Non, oui. Mais ça, c'est de ce que j'interprète de ce que tu viens de dire, c'est si on décide de faire les choses pour les bonnes raisons, donc que ce soit pas pour satisfaire une communauté ou pour même juste avoir l'air bien aux yeux du monde, justement, si on le fait vraiment parce que fondamentalement, on sait que c'est bon, on sait que c'est ce qu'il y a à faire et puis ça entre en cohésion avec nos valeurs, c'est beaucoup moins difficile de le faire. Beaucoup moins difficile de le faire. Ouais. C'est con, mais c'est comme, de manière très conne, c'est comme, j'irais suivre un régime, même si c'est toxique, mais suivre un régime ou même, tu sais, on est dans la même situation, ne plus boire d'alcool, si tu le fais pour les bonnes raisons, c'est moins difficile que ça en a l'air finalement d'arrêter. Ouais, complètement. T'es pas en lutte constante. Non. Ouais. Quand tu le fais pour les bonnes raisons. C'est ça. Ouais.
Parlant de lutte constante, non? Quelle lutte t'habites en ce moment? Pardon, je pose des questions. Oh my God! C'est une bonne question, là. Ben, nous, on a lu ton post sur Facebook récemment. Oui, où je parlais justement de sobriété. Ouais. Très, très touchant. Ah, ben merci, là, c'est gentil. Mais oui, ben c'est pas... comment dire... je sais qu'on utilise beaucoup l'espèce de terminologie que la dépendance est une maladie, tout ça. J'ai encore beaucoup de difficulté à intégrer cette chose-là, à le nommer comme ça. Moi, je l'ai beaucoup vu comme un symptôme de quelque chose. J'ai beaucoup vu comme quelque chose qui découlait d'autre chose. Fait que là, j'en suis beaucoup dans l'espèce de... ça, c'est quelque chose que je mentionne brièvement dans la publication, mais la nuance entre l'abstinence et le rétablissement. Fait que ne pas consommer, c'est une affaire. Maintenant, comment est-ce qu'on se recalibre pour mener une vie heureuse? Parce qu'il y a un constat que j'ai fait quand même, qui peut sembler quand même évident, mais c'est que les circonstances de la vie vont pas être différentes dépendant de comment moi je les reçois. T'sais, la vie va être telle qu'elle est, peu importe comment moi je la vis. T'sais. Fait que là, c'est de voir comment est-ce que on passe du très global à l'immensément personnel, mais comment est-ce que je peux calibrer ma tête, ma vie, pour que je puisse recevoir ce qu'il y a autour de moi, les circonstances de la vie, et que ce soit heureux quand même, peu importe qu'est-ce qui se passe. Fait que j'en suis là beaucoup. Fait que je lis énormément. Tantôt, je blaguais un peu là, avec les livres de croissance personnelle. Là. J'en lis quand même parce que des fois, il y a des affaires des fois que tu vas lire dans puis que tu vas savoir que ça, c'est vrai. Genre, il y a des trucs que c'est comme, aïe, ça, je sais pas pourquoi, mais je suis convaincu qu'il y a une vérité là-dedans, tu sais. Je change beaucoup là-dessus aussi avec les gens autour de moi pour essayer de démystifier un petit peu cette affaire-là, tu sais. Puis, tu sais, il y a des gens, mettons, je pense, Yvon Deschamps mentionne souvent, si c'est pas toujours, que c'est pas quelqu'un qui a le bonheur facile, tu sais. Mm-hmm. Je pense que des fois, j'essaie entre les deux, entre avoir le bonheur très facile et tout le contraire. Fait que j'essaie de voir comment je peux me cadrer pour que ce soit plus simple, tu sais. Parce que si tout est toujours tough, à quoi bon? Mm-hmm. Puis j'ai pas envie de me résigner à les choses sont difficiles, la vie c'est douloureux, puis mais heureusement un jour on va mourir, comme tu sais, je devrais pas. Je pense que la vie a beaucoup à offrir. Fait que c'est maintenant comment est-ce que moi je peux la recevoir, puis comment est-ce que je peux recevoir toutes les belles choses que la vie a à offrir, tu sais. Donc, c'est c'est ça ma lutte présentement. Puis, ma mère, notre mère. C'est ça. Vous avez la même. Oui, elle est d'une sagesse extraordinaire. Puis, elle m'a éveillé sur beaucoup de belles choses depuis, même depuis bien avant mon processus. Mais tu sais, elle m'a dit la vie se suffit d'elle-même. On n'a pas besoin de pousser pour nécessairement plus ou moins ou des choses différentes. La vie est suffisante en soi. Là, puis elle m'invitait dans un long courriel qu'elle m'a envoyé récemment, je sais pas si ça t'arrive aussi, de vraiment l'interpréter comme un jeu. Ce qui est pas si loin que ça de différentes théories qu'on voit sur l'univers simulé puis tout ça, puis comme quoi finalement la conscience serait peut-être une espèce de forme de jeu vidéo dans lequel on se lance. Puis j'ai toujours aimé là, ces espèces de théories là qui se rapprochent un peu à des philosophies de vie, tu sais. Puis c'est ça, elle m'a invité à prendre vraiment la vie comme un jeu et non comme comme un fardeau, comme une fatalité, ou comme, je suis ici, fait que là, maintenant, il faut que je vive, mais plutôt de l'enjoy comme si je l'avais choisi, tu sais. Puis, je trouvais ça très beau. J'ai pas encore nécessairement réussi à appliquer ça de même, là, mais on n'est pas loin.
C'est ça, c'est que entre la théorie puis la pratique, là, des fois, c'est ça qui est pas évident. Quand tu lis des belles choses ou des choses qui te parlent, mais après ça, dans ton quotidien, ça va être des challenges, là. Définitivement. Pour ça, des fois, tu sais, moi aussi, tu sais, j'observe le monde et je trouve ça particulièrement angoissant. Puis des fois, c'est bon d'en revenir, tu sais, des fois, de passer justement du très global au très individuel. Une des affaires qui me ground le plus, je pense, c'est les bons vieux meetings chez les AA. Ouais. Ça, moi, j'ai toujours adoré ça. C'est sous forme d'un partage, là, fait qu'il y a quelqu'un qui arrive qui raconte son histoire, tu sais. Puis de se sortir un peu des immenses enjeux sur lesquels on a à peu près aucune emprise, puis qui sont super angoissants, justement, tu sais, de par leur taille, puis de par la gravité des choses, puis de ramener ça à, tu sais, l'expérience humaine d'une personne à travers un enjeu. Pour moi, il y a quelque chose de très rassurant là-dedans, il y a quelque chose de très le fun, puis qui me ground. Souvent, je ressors de là, puis je me sens beaucoup plus groundé qu'en arrivant, où est-ce que j'ai l'impression d'être ailleurs, puis d'être submergé par cette immensité de tout, tabarnak, tu sais. Fait que ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien de plein de façons. Ça te permet de relativiser, en fait, ces étapes de partage-là. Ouais, complètement. Ouais, puis c'est... Parce qu'il faut relativiser, là. Sinon on s'en sort pas, là. Ouais. Moi, j'ai été élevée, entre guillemets, par le chum de ma mère, qui était alcoolique toxicomane. Puis il a fait plusieurs cures de désintoxication, mais il n'a jamais été, après ça, dans les groupes ou dans les réunions. Puis je pense que c'est pour ça qu'il retombait. À chaque fois. Il n'a pas été chercher... Il y a une force dans le groupe. Oui. Puis cette force-là, c'est ça sur laquelle tu peux t'appuyer. Puis, c'est une des choses que je trouve beau, c'est quand on est 15 ou 60 d'un sous-sol d'église, là, puis que je regarde tous ces gens-là, puis je fais tous ces gens-là, là, ils ont profondément envie de consommer, et là, présentement, on est tous là ensemble en train de pas consommer, tu sais, activement pas consommer, là. Puis ça, je trouve ça magnifique, là. Moi, on cherche toujours des alternatives pour l'image de Dieu, parce que c'est avec la technique Minnesota qui est la philosophie, la technique derrière les AA, dans le fond. Eux autres, pour eux, le lâcher prise puis d'adhérer à Dieu fait vraiment partie intégrante de la technique, là. Mais c'est quelque chose qui est quand même, puis il faut le placer dans son contexte historique, là. Quand c'est né, ce mouvement-là, puis que t'as besoin de parler à énormément de gens, une des façons les plus faciles de les faire adhérer à des concepts, c'était de parler de Dieu, tu sais. Fait qu'on cherche tout, on est quand même dans un Québec relativement athée, fait que tout le monde cherche tout le temps ça va être quoi pour toi qui va occuper cette place-là, tu sais. Moi, je le place énormément dans le groupe. Puis l'énergie du groupe, puis cette gang-là, tu sais. Ce suivi-là, après ça, tu sais, il convient pas toujours à tout le monde. Puis j'en ai connu aussi des gens en thérapie qui étaient à leur 7, 8, 9e fois. Puis c'est sûr que d'être accompagné, c'est sûr que ça fait une immense différence. Après ça, on peut avoir tendance à penser que quand on n'a plus besoin d'accompagnement, c'est qu'on est passé à autre chose, puis qu'on est ailleurs. Ce qui est pas nécessairement vrai, ni bon, ni... tu sais, tu pourrais avoir un accompagnement quand même toute ta vie, puis ça fait... Tu sais, peut-être est-ce une béquille, ou tu sais, en tout cas, peu importe, mais... après ça, tu sais, d'être laissé de juste wingger la vie de même sans aucun type de suivi, c'est sûr que c'est ultra difficile parce qu'il y a tellement d'affaires à démêler derrière la conso puis la dépendance. C'est vraiment c'est massif, il y a beaucoup de nœuds là-dedans.
Puis tu pourrais, je pense, faire de la thérapie toute ta vie alentour de ça, puis il te resterait encore des affaires à démêler, tu sais. Fait qu'après ça, la forme que prend ce suivi-là, comme tu sais, peu importe c'est quoi, mais je pense qu'on gagnerait tous à avoir une forme de suivi quelconque, là, tu sais. Puis ouais, moi j'ai trouvé ça un peu décourageant, même quand c'était en désintox. Qui disait le taux de succès, là. Tu sais, je pense au centre Judée, était comme, nous autres, c'était genre 1,4%. Puis j'étais comme, il y a genre, OK, fait qu'on. Faut s'accrocher. Ouais, c'est ça. Puis ça, tu sais, je pensais aux intervenants qui étaient là, qui sont avec du monde, ils font du progrès, puis tout ça. Mais ils savent que sur un groupe de 20, il y a 0 personne pour qui ça va fonctionner, mais qu'ils le font quand même. Puis après ça, c'est comme, est-ce que la finalité de et je n'ai plus rebu de toute ma vie ou j'ai plus reconsommé toute ma vie, c'est ça le seul gain? Ben là, non, tu sais. Ne serait-ce que quelqu'un qui a fait un petit bout de chemin, qui a eu une courte période de sobriété, ben ça vaut quand même quelque chose. Fait qu'il faut pas juste s'attacher au 1%, fait que ça c'est le succès, puis ça c'est le gain final, tu sais. Même ne serait-ce que de faire une petite partie de processus, puis un petit bout de chemin là-dedans. Il y a un gain là, fait que là, à ce moment-là, c'est pas sur les 20 personnes qui sont dans la salle, il y en a 0 qui réussissent, c'est sur les 20 personnes qui sont dans la salle, les 20 sont en train de réussir à chaque minute, là, tu sais. Puis là, ça, c'est beaucoup plus lumineux que l'inverse. Ah, c'est sûr. Wow. Ouais. Toi, tu as des groupes de Moi, j'ai le week-end, Sober Club. Moi, j'ai pensé intégrer les AA. Puis je me suis dit, de manière démographique, être entouré de gars plus âgés, etc. Je m'identifiais pas vraiment là-dedans. Puis justement, la technique, donc pour les AA, il y a une partie qui consiste à devoir s'excuser, entre guillemets, se rabaisser. Puis en tant que femme, on le fait déjà assez. Fait que ça, c'est ce que j'avais lu dans le livre Quit Like a Woman de Holly Whitaker, qui est vraiment, vraiment super intéressant. Et ça mêle finalement la sobriété avec le féminisme, ou le côté où nous, on est un peu des brebis sans aucune aide qui a été faite par nous et pour nous, alors que Léa, ça a été fait, on va dire, pas des hommes religieux pour des hommes religieux, ce qui est en soi très bien, mais effectivement, on est moins touché par ça. Et là, ça fait quand même quelques années que maintenant, il y a le Sober Club, donc c'est à majorité féminin. Bien sûr, tout le monde est le bienvenu, mais moi, ce que j'adore, c'est que c'est célébrer, en fait, la sobriété. On est toutes très weird, plus weird les unes que les autres, mais quand on se rassemble, on se célèbre, c'est super positif. Puis, qu'est-ce que t'as pensé la dernière petite boisson de la boutique de Marie-Lou, tu sais, toutes des choses, et puis célébrer les projets les unes des autres, etc. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à être ça, je me suis sentie très seule, parce que justement, j'avais pas eu accès à ce Sober Club-là. Puis à chaque fois que j'y vais, ça booste, mais énormément. À chaque fois que j'y vais, c'est ça, cet effet de groupe. Et ce côté, cette célébration, ce côté, justement le côté, là, il est le temps de booster l'ego, là, il est temps de booster la confiance, parce que justement, en tant que femme, on n'a pas eu souvent ce discours-là, en tout cas dans l'éducation. 100%, si j'étais pas un gars, je pense pas que j'irais chez les AA. Des fois, c'est très peu woke, on peut dire ça. Puis, il y a une question générationnelle aussi, là, quand même, effectivement, c'est beaucoup plus masculin, il y a quand même, il y a quand même des femmes, puis c'est quand même aussi effectivement un peu plus âgé. Quand on va chez les NA, là, la dynamique, ça c'est Narcotiques Anonymes. Souvent c'est un peu plus jeune, c'est un peu plus le fun aussi. Mais effectivement, je ne fais pas les étapes non plus du processus de moi je vais vraiment là comme un touriste. Alors, je vais profiter des rencontres puis du petit café. Parce que aussi dans tu sais c'est ça, comme tu disais, il y a ça c'est l'espèce d'étape où tu fais amende honorable, tu sais, qui arrive à un certain moment dans le processus. Moi, ce truc-là, je le déconstruis pour l'appliquer un peu
à tous les moments, en fait, là, tu sais. Je pense pas que, tu sais, que là, j'arrive à cette étape-là, puis là, je fais comme, OK, là, maintenant, je vais faire amende honorable à tout le monde que j'ai lésé dans ma vie, comme, tu sais, c'est plus, il y a des gens à qui tu peux pas faire amende honorable parce qu'ils ne sont plus là. Ensuite, il y a des gens, puis il y a, dans cette étape-là, il spécifie que de faire amende honorable ne doit pas prédominer sur, tu sais, faire du mal à la personne. Mettons que tu as un ordre de la cour, là, de pas parler à ton ex-femme, t'es pas censé, tu sais. Mais après ça, il y a des trucs aussi où est-ce que de revenir là-dessus, tu le fais vraiment comme pour toi, là, tu sais. Puis fait qu'on dirait, pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu trop by the book, en fait, dans cette espèce de processus-là. Fait que j'ai décidé de m'en faire comme une version un peu plus personnalisée, là, on met de ça. Et tu sais, tout n'est pas à rejeter nécessairement de ça, mais effectivement, moi, mettons, tu sais, j'ai lu le gros livre des AA et ça l'a très peu connecté. Mais vraiment très peu, puis ne serait-ce que, tu sais, des fois, ben, il y a quelque chose d'universel dans la dépendance quand même. Mais après ça, même dans les histoires, il y avait des trucs où là, je pouvais me reconnaître ou tout ça. Mais plus souvent qu'autrement, pour moi, c'était comme un petit peu à côté de la traque, tu sais. Ne serait-ce que aussi, tu sais, on vit dans une... là, tu sais, on est à l'ère numérique, là. Les choses sont différentes de... je suis un gars au Michigan en 1949 qui revient de la guerre, puis que là, je bois, puis tu sais, comme... on est ailleurs, on n'a pas le même cadre du tout, on n'a pas les mêmes stimuli. Fait que pour moi, il y avait quelque chose qui résonnait pas, en fait, tout à fait. Fait qu'autant, tu sais, je trouve... Moi, ce que j'aime, en fait, c'est dans les partages, c'est l'histoire. Là, c'est que je me fais raconter une histoire, puis les gens, ils ont toujours des estis d'histoires pas de bon sens, là. Maintenant, il y en a comme un qui a un peu... qui a comme avoué... non, il racontait que quelqu'un lui avait casually avoué être un meurtrier dans le cadre comme d'un meeting, là, tu sais. Puis c'était comme tellement étrange. Fait que, tu sais, ça mène à des histoires qui sont incroyables, puis qui font souvent énormément de bien, tu sais. Après ça, tu sais, la technique Minnesota, même si elle a fait... Plus c'est extrême, c'est ça. Mais la technique Minnesota, même si c'est une technique qui a fait, on pourrait dire, ses preuves, elle correspond pas nécessairement à tout le monde. Puis moi, mettons, ce qui m'a le plus parlé en thérapie, c'était vraiment plus le cognitivo-comportemental, où là, je trouve qu'on est vraiment dans quelque chose qui est plus facile pour moi, mettons, à m'imaginer, puis à conceptualiser, puis à adhérer, que juste l'aspect de lâcher prise, puis de s'en remettre à une force supérieure, où là, pour moi, on est comme dans quelque chose d'un petit peu plus abstrait. Par exemple, tu sais, dans tout ce processus-là, ça me met en lumière quand même que l'évolution personnelle et spirituelle sont, pour moi, de plus en plus interconnectées, puis j'ai de plus en plus de la misère à les dissocier, tu sais. Par exemple, tu sais, j'adhère pas nécessairement à une forme de spiritualité X, là, comme très précise, genre, moi, c'est le judaïsme, là, tu sais. Puis c'est juste, ça l'a pas été... je pense qu'on a tous nos petits traumas religieux, là. Puis, mais par contre, je reconnais de plus en plus de valeur dans cette spiritualité-là, qui était quelque chose que j'ai négligé la majeure partie de ma vie en voyant la spiritualité comme quelque chose d'un peu superficiel, une forme de luxe aussi, d'avoir le temps de se pencher là-dessus. Alors que plus ça va, plus je suis comme, ok, non, genre, c'est intimement relié à qui on est, tu sais. Puis dans la plupart des trucs d'ailleurs de croissance que je lis, ils finissent toujours par amener ça là-dessus, là, tu sais. Puis là, il y a des trucs plus ou moins New Age, là, qui sont quand même intéressants. Mais ouais, fait que je comprends l'intérêt
dans la technique Minnesota de genre s'en remettre à la puissance supérieure, mais tu sais, ce qu'ils essayent beaucoup d'intégrer là-dedans, c'est l'espèce de lâcher prise en fait, là, tu sais, puis c'est de se mettre dans le siège passager, puis c'est Jesus take the wheel, tu sais. Mais ce qu'on veut là-dedans, c'est déconstruire la notion de contrôle, tu sais, puis de pas essayer d'avoir le contrôle sur ses cravings, d'essayer d'avoir le contrôle sur de ne pas consommer, mais plutôt d'être vraiment dans juste se laisser porter, tu sais. Ce qui est une philosophie de vie que tu peux absolument appliquer sans nécessairement être croyant, tu sais. Fait que, ouais, voilà. Mais comment tu définirais la spiritualité, c'est quoi pour toi? My God, je pense que c'est définir la spiritualité. François, là, ben oui, quand même. Non, mais pour moi, ça a tout à voir avec être connecté aux gens puis au monde autour de soi. À l'extérieur de ce qui est juste les relations sociales ou l'aspect purement biologique de la chose, là, ça vient qu'une forme de magie, puis l'espèce de croyance que tout ça n'est pas qu'un grand hasard chaotique, là, tu sais. Puis, fait que moi, je le définirais un petit peu de même, là, l'espèce de sentiment ou de conviction, de connexion qui dépasse juste les liens sociaux puis biologiques, là. Genre, même si c'est pas pire. Quand même, je t'ai-tu fait tonte? Non, ok. Ben, ça rejoint un peu ce que Philippe disait tantôt, tu sais, on est interconnectés. Et dans un sens, ce qu'on fait ici a un impact ailleurs dans le monde. Oui, puis oui. Idéalement. Je pense que les AA, effectivement, c'est une bonne guideline pour se lancer, mais je pense que c'est tellement un trajet tellement personnel, tellement unique à chacun que là c'est aussi réapprendre à se faire confiance finalement. C'est resuivre l'intuition. Parce que, en tout cas, quand je consomme, c'était la tête qui pensait. C'était la tête qui prenait le relais sur tout ce qui était décision et tout. Et je me trustais pas, en fait. Tu sais? Oui, oui, tout à fait. Là, la conso, ça joue énormément sur ta confiance en soi, ta perception de toi-même. Puis, entre autres, parce que tu es en train de consommer, t'es comme, clairement, j'ai pas de jugement. Clairement, je suis pas capable de prendre des bonnes décisions parce que voici les décisions que je prends, tu sais. Ce qui vient énormément jouer sur, c'est ça, sur ta confiance. Puis, ça m'est pas arrivé dans ma vie d'écouter, genre, ma petite voix ou mon gut feeling puis de me tromper. Genre, alors que l'inverse, là, j'ai un gut feeling sur quelque chose, mais je le rationalise puis je vais ailleurs. Ça tout le temps, tu sais. Puis on a une espèce je sais pas comment je trouve qu'on surévalue la rationalité. Genre, beaucoup de gens qui sont comme, non, tu sais, l'émotif, c'est le bordel, c'est chaotique, ça n'a pas rapport. Alors, il faut être rationnel. Souvent, les gens de droite se targuent de la rationalité, tu sais, regardez où cela nous mène. Mais, puis je suis comme, mais, tu sais, ta rationalité en tant que telle, je sais pas pourquoi qui est comme mieux vue ou plus encouragé quand, au contraire, ton émotif ne te ment pas. Là, ça, c'est connecté, puis ça va te dire la vérité. Si un sentiment n'a pas d'opinion. Il est pas. Tandis que tes chiffres et tout ça, ben ça, tu peux leur faire dire ce que tu veux. On peut tous voir les mêmes chiffres puis avoir des idées différentes de qu'est-ce qu'on doit faire à partir de là. Tandis que notre émotivité, ça, ben on est dans le réel. T'sais. Fait en y allant de même, je pense pas qu'on va pouvoir commencer à faire de la politique comme ça, là. Mais en tout cas pour moi, mettons, à très petite échelle, c'est de moins en moins c'est de plus en plus facile en fait pour moi de prendre des décisions purement basées sur comment je me sens puis qu'est-ce que ça me dit. Puis à date, il est toujours arrivé, tu sais, mettons, je vais faire, ah mon Dieu, si je prends pas ce contrat-là, j'aurai pas l'entrée d'argent qui vient avec, donc je vais être dans la merde. Il finit toujours par arriver quelque chose, tu sais. Puis là, c'est peut-être là la partie un peu ésotérique de alright, j'espère qu'il va arriver un autre contrat. Mais
Mais ouais, puis fait que j'essaye aussi dans l'intérieur de ce processus-là de revenir à juste une confiance absolue, à faire confiance à ça. Puis tu sais, au pire, mettons, tu sais, si j'écoute mon feeling, quand je dis ne pas me tromper, c'est pas juste que les circonstances alentour me donnent raison, c'est que tu te trompes pas parce que t'es en cohérence avec toi-même, puis t'es en cohérence avec comment tu te sens. Fait que c'est rendu là, c'est pas que tu peux ou pas, tu vas pas te tromper, il y a pas matière, c'est pas une question de se tromper ou pas, une question d'être en cohérence ou non, tu sais. Fait que, puis à partir de là, ben, il y a une certaine facilité à vivre la vie puis enchaîner les décisions parce que tu restes juste en cohérence, tu sais. Il n'y a pas la notion d'échec, non. Peut-être non. Non, c'est ça, ben non. Puis ça, c'est bien plus facile, tu sais. Un peu comme... une drôle de lien, là, mais tu sais, quand on est sur scène, là, c'est quelque chose qu'on... Genre avec des amis récemment, tu sais, qu'on disait... puis c'est quelque chose aussi qui est véhiculé des fois à l'école de l'humour, mais tu sais, si tu vas sur scène dans le but d'être drôle, ben ça se peut que tu te trompes, tu sais. Puis, mais si tu vas sur scène dans le but de dire quelque chose qui est important pour toi, ben tu réussis à chaque fois, tu sais. Fait que là, en enlevant la notion de possibilité de l'échec, tu t'assures de réussir tout le temps. Et ça, ben, c'est nice. Ouais. C'est vrai qu'on repère plus ou moins rapidement des gens qui montent sur scène aussi, entre guillemets pour les mauvaises raisons, ceux qui veulent booster leur ego versus ceux qui ont vraiment un message à passer. Puis parfois la nuance est assez subtile quand c'est vraiment très bien fait. mais c'est vrai que quelqu'un qui veut justement prendre la parole en public dans le but de faire de la performance, d'avoir... Son seul objectif, c'est d'avoir un standing ovation, quitte à ce qu'il raconte des choses, ou elle raconte des choses, entre guillemets, qui n'ont pas rapport avec sa propre personne. Là, ça peut coincer. Mais c'est vrai que quand on admet d'être 100%, on va dire, plus vulnérable et plus personnel, sur scène, souvent, c'est à ce moment-là que, en tout cas, les sketchs que j'ai pu faire, que là, il y a une différence dans l'attention et dans, justement, le feedback immédiat qui sont les rires et les claps, tu vois. Ouais. Ben, j'aurais tendance à penser, puis il existe 100% des contre-exemples, bien sûr, mais que la plupart des gens qui, mettons, commencent la scène pour les mauvaises raisons vont finir par arrêter plus tôt que tard ou à y trouver un sens puis connecter avec quelque chose. J'ai quelques personnes en tête là, que ont vraiment commencé pour les pires de toutes les raisons, puis qu'au fil du processus, ça finit par changer puis se réorienter. Parce que ce qui attire rapidement l'œil quand on pense à faire de la scène, c'est des choses qui sont ultra superficielles, là, tu sais. Mais après ça, les possibilités de ce que tu peux faire avec ça sont tellement belles, sont tellement grandes que on dirait que c'est difficile de pas connecter avec ça à un moment donné, tu sais. Puis, oui. Est-ce que l'humour doit être authentique? Ben, ouais, qu'est-ce que l'humour, Philippe? Moi, oui, je pense que oui. Ouais, je dirais que oui. En tout cas, c'est celui qui me touche le plus. Ouais, tu sais, si c'est pas authentique, ça va, pour moi, ça a comme moins de chances de perdurer, ça a moins de chances de connecter, tu sais, fait que j'aurais tendance à dire que oui. Mais je trouve que c'est vraiment, c'est ça le voyage en fait, c'est d'être capable d'arriver à d'arriver à cette authenticité-là. Ouais. C'est quasi comme un processus d'apprendre à se connaître, l'humour. Sauf que là, t'as une foule qui te regarde faire ça. Reste sous observation. Ouais. Ah non, c'est assez tough. Il y en a qui vont se reconnaître aussi dans mon histoire. Comme quand on est dans un groupe de soutien, on connecte avec l'histoire de quelqu'un parce qu'on dit « Ah oui, moi aussi! Ouais. » Tu sais, moi aussi, je me sens de même. Est-ce que les shows, c'est un groupe de soutien qu'un chapeau, tu sais? C'est-tu un groupe de soutien? Une thérapie de groupe. C'est une thérapie de groupe, c'est certain. On dit ça, mais on dit souvent ça. Mais faut pas négliger la vraie thérapie, là. Bien sûr. Ceux qui montent sur scène pour soigner, c'est pas... Ça risque d'empirer les choses, tu sais, entre guillemets, c'est mal fait parce que, tu sais, l'air de rien,
quand tu te livres sur scène et que ça pogne, tu le sais aussi, c'est un high. C'est clairement un high. C'est oh my god, tout le monde m'aime. C'est fantastique. Je peux mourir tranquille. Extraordinaire. C'est ça. Et quand l'opposé arrive, là c'est tough. Là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué à gérer. Et justement, la notion de... Justement, le livre que tu disais tout à l'heure, là, le I Am a Star, de se désidentifier, ça peut, je pense aussi, vraiment aider à comme mieux vivre cet échec-là quand, justement, une blague pogne pas ou un numéro, ou quand tu bombes, en fait, finalement, sur scène. Ouais, tu sais, l'idée, c'est de ramener... En tout cas, ça, c'est un truc, je sais pas, là, que mon premier coach en humour, Céric, qu'on salue, avait dit, là, tu sais, c'était quand ça va bien, c'est pas toi qui est génial, c'est tes jokes. Puis quand ça va pas bien, c'est pas toi qui est une merde, c'est tes jokes. Fait que ça t'aide à garder l'espèce de... Justement, de pas le prendre personnel. C'est dur parce que t'es en train de te commettre, toi, puis tes idées, t'es en train de donner un accès aux gens. Devant la place. Oui. Fait que c'est dur de pas le prendre personnel, de faire « Wow, ils ne m'ont pas aimé! » Mais, puis tu sais, ça leur montre une partie de ton cerveau, tu leur montres aussi comment tu penses, comment tu réfléchis aux choses, c'est quoi ton processus mental. Fait que si les gens détestent ça, c'est dur de pas le prendre personnel, mais faut ça vaut la peine de se distancer quand même un peu de ce qu'on fait, ne serait-ce que pour pas virer complètement fou, d'un bord comme de l'autre, là, puis que justement les échecs ce soit pas trop dur, mais que les succès aussi, on vire pas en espèce d'égomanie, puis ça, tu sais, on en voit des exemples d'un bord puis de l'autre. Fait que je vais taire tous leurs noms. Leur nom brûlant. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que je pense que là-dedans, il y a l'espèce d'éternelle recherche de l'équilibre. Là, puis après ça aussi, il faut que le processus créatif reste dans une certaine humilité. Là, tu peux pas être en création puis te mettre vulnérable puis mais que ce soit aussi un projet de vanité. Fait que cet équilibre-là est censé t'aider à rester groundé là-dedans. Puis aussi après ça, comme beaucoup on entend plus ça au niveau de la musique, les musiciens qui vont dire que c'est pas vraiment eux autres qui ont composé la tune, qui se sont sentis comme un outil au moment. Ça, j'ai l'impression que c'est tout aussi vrai en humour. Là, c'est rare que, je sais pas, là, j'ai jamais entendu genre Rosalie Vaillancourt faire comme là, j'étais en transe puis j'ai écrit ce numéro. Comme, on l'amène pas comme ça, mais je pense aussi que d'une certaine façon, c'est comme les idées sont là. Puis, oui, vas-y, t'as eu l'air inspiré. mais c'est je pense qu'on aurait tous besoin de le... Je pense que souvent, les victoires, les échecs sont des illusions, de toute façon. Parce que ce sont ces 1000 morceaux de casse-tête qui ont été mis en place. Puis nous, on est venu mettre la dernière pièce. Puis là, ça a fonctionné. Puis je pense qu'il y a bien des hommes ou femmes d'affaires qui auraient besoin aussi de se faire rappeler que des fois, ce sont... Quand tu dis être un outil c'est pour moi qui a tout réussi ça, c'est plein de conditions sociales qui ont permis que X entreprise ou X puisse fonctionner. Self-made. T'as-tu déjà utilisé un grille-pain? Oui, mais c'est pas toi qui l'as fabriqué. Non, fait que chaque fois que tu prends ton déjeuner, t'as le soutien de quelqu'un qui a fabriqué ton grille-pain. Non, mais, enfin. Oui, tout à fait. Là. Mais tu sais, quelle tristesse, là, au lieu d'être un outil pour l'art, d'être un outil pour le capitalisme. Là, ça c'est mon take. Mais c'est déjà la fin. Merci infiniment de nous avoir reçus. Merci à vous, c'était super intéressant. J'ai vraiment adoré. Simple. Bravo Philippe. Bravo. J'étais super nerveux. C'est comme, faut que je binge-watch tous les épisodes avant pour être vraiment prêt. Tu sais comment je prends les choses au sérieux. Oui, c'est ça, mais évidemment. Mais merci pour... Merci. Merci pour votre accueil tellement chaleureux, franchement, là. Merci. Oui, merci pour les petits drinks sans alcool. Très cool. Mais ça a été un plaisir de vous recevoir. Puis on se dit à très bientôt. Merci à nos auditeurs. On se voit dans 2 semaines. À dans 2 semaines.